Dernière conférence de la journée, même donc de tout l'événement sur les stands Linagora, Open Source to Business. Je m'appelle Raoul Delpech, je dirige l'activité de support et l'activité de conseil de Linagora. Et à ce titre, aujourd'hui, je vous parle des modèles open source qui existent, des modèles open core qui existent, des stratégies de valorisation, celles qui sont les nôtres, celles qui sont celles de nos clients et qu'on les invite à adopter avec toujours le même objectif, reverser le plus possible de code, quelle que soit au fond la manière. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça, pour prendre des décisions et puis pour animer derrière la gouvernance, toute la gouvernance qui est nécessaire. Une présentation rapide sur Linagora. J'en profite pour présenter notre business model, puisqu'on parle de business model aujourd'hui. Linagora, c'est un éditeur de logiciel qui existe depuis plus de 20 ans. Et notre métier, ça consiste à éditer des alternatives à ce que proposent les GAFAM. Plateforme collaborative, partage de fichiers, services de vocalisation, de l'IA, d'autres types de logiciels que l'on distribue via un modèle qu'on appelle un modèle free, qui veut dire libre et gratuit, ce qui signifie que la quasi-totalité du code, quand je dis quasi-totalité, c'est parce qu'on a quelques licences SaaS à la marge, mais la quasi-totalité du code que l'on distribue l'est sous licence open source gratuitement sur des plateformes type GitHub et autres. Pour soutenir notre R&D, ce modèle free, il repose également sur une activité de service. Et cette activité de service, on la délivre à travers l'OSA, donc que j'ai le plaisir de piloter. OSA, Open Source Software Assurance, ça signifie qu'on assure le support et la maintenance, bien sûr, de nos propres logiciels, mais aussi de plusieurs centaines de logiciels communautaires qui sont produits par des communautés bénévolement, donc sans aucune garantie de bon fonctionnement. Et donc nous, une des raisons de notre existence, c'est précisément d'apporter ces garanties de bon fonctionnement via des SLA assez contraints sur des environnements parfois très critiques. Dans la même logique de service, la partie conseil, la partie expertise, l'intégration, la formation, etc. Mais on apporte donc du conseil à des grandes organisations. Et ce conseil repose sur plusieurs piliers, plusieurs types d'adoption de l'open source. 3 grandes catégories, donc on brosse ici de manière synthétique, mais catégorie d'utilisation, bien sûr l'adoption, catégorie inner source, où là on va plutôt essayer d'adopter les meilleures pratiques de l'open source, mais dans un mode encore fermé au sein de l'entreprise, et puis la partie contribution. À ce niveau-là, j'ai déjà une première anecdote pour vous. Moi, quand j'ai commencé l'open source il y a une dizaine d'années, quand j'étais jeune consultant, on venait nous solliciter pour contribuer, mais c'était le dernier étage de la fusée. Ça supposait que nos clients aient déjà une dynamique d'adoption qui soit particulièrement bien encadrée et maîtrisée. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. La plupart des boîtes qui viennent bosser avec nous viennent nous voir en nous disant, voilà, on a 5, 10, 15, 30 projets qu'on veut reverser dans 6 mois. Donc, merci de nous accompagner pour auditer, d'un point de vue sécurité et d'un point de vue juridique, pour s'assurer déjà qu'on a respecté les règles du jeu. Et puis, merci de nous accompagner pour nous dire, quels sont les modèles qui peuvent être intéressants? Est-ce que c'est éligible au reversement, oui ou non? Est-ce qu'on peut reverser 100% communautaire? Est-ce qu'il vaut mieux créer un modèle d'affaires? Est-ce qu'il vaut mieux générer de la traction commerciale sur d'autres produits? Bref, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc ça, c'est notre métier que d'expliquer à nos clients comment est-ce qu'on peut faire ça. Et surtout, c'est aussi une de nos valeurs pour permettre au plus grand nombre de reverser le plus de code possible qui atterrissent dans les communautés sans lesquelles aujourd'hui on n'existerait évidemment pas. Un rappel très rapide sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les organisations utilisent et reversent du code. Il y a plusieurs raisons. Ces raisons, je ne vais pas toutes les citer, mais je voudrais insister sur une en particulier, et c'est la raison de l'attractivité. Depuis 2015, on s'est rendu compte que pour recruter des ingénieurs sortis d'école, il suffit pas d'être une banque prestigieuse, il suffit pas d'être un grand ministère. Il faut aussi proposer des choses et recruter des collaborateurs et surtout retenir leurs compétences, non seulement sur la base des valeurs d'entreprise de ce qu'on fait, mais aussi de proposer un plan de carrière qui soit bâti sur de l'open source, sur de la visibilité, sur des projets et sur de l'intérêt pour les communautés. Donc attirer les talents. Première grande motivation. Et deuxième motivation sur laquelle on a travaillé un peu plus récemment, développer de nouveaux modèles d'affaires. Et surtout expliquer pourquoi est-ce qu'on choisit ces modèles d'affaires. Donc aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est les modèles économiques autour de l'open source et surtout comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions quand on veut en construire de nouveaux. Une parenthèse très rapide sur les plans de carrière dans le monde de l'informatique. Alors, il y a une dizaine d'années, on était encore sur des plans de carrière. Alors un peu comme vous, pour certains comme moi, les vieux de l'open source, on fait une carrière pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Aujourd'hui, les carrières dans le monde de l'informatique, c'est plutôt 3 ans. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'assurer qu'un DevOps qu'on recrute à l'âge de 22 ans reste dans l'entreprise? En fait, il faut faire en sorte que à T plus 3 ans, on ne soit pas à la fin d'un cycle, mais qu'on soit en capacité de proposer, mais sur preuve,
autre chose dans l'avenir en fait d'une personne pour son implication dans les communautés, dans l'open source. Ça signifie atteindre un statut contributeur, pouvoir faire des conférences, pouvoir s'exprimer, pouvoir rayonner et auprès de ses pairs et auprès de ses propres communautés. Donc bien sûr, il y a tout un cycle de gouvernance qui vient avec ça et des statuts contributeurs que nous, on a largement rédigés, implémentés pour la plupart de nos grands clients. Je termine cette parenthèse gouvernance pour revenir sur la partie modèle économique. Les grands classiques, hein. Modèle classique, traditionnel, fermé, on ne peut pas toucher. De l'autre côté du spectre, modèle free, qui est celui de l'Inagora, où là, modèle d'ouverture, activité de service, pas forcément la même scalabilité dès le départ que des modèles de type SaaS, mais des valeurs, des convictions portées et qui nous permettent de porter une voix sur des sujets type infratech, d'être entendu sur des sujets type IA, et puis surtout de rester fidèle à ce que nous on souhaite faire depuis le départ. Entre les deux, une catégorie qu'on appelle la catégorie COS, Commercial Open Source Software, qui est en fait une catégorie qui a intégré la catégorie freemium. Freemium, pour le dire vulgairement, c'est de l'open source, mais surtout avec l'idée de vendre des fonctionnalités propriétaires par-dessus. Pas nécessairement de communauté, simplement une notion de marketing, une notion de commercialisation qui est ultra efficace, mais qui ne repose pas nécessairement sur des communautés. Aujourd'hui, le modèle COS repose systématiquement sur des communautés, même si elles ne sont pas très étendues, et on va voir que c'est quasiment systématique. Je fais une parenthèse avant de rentrer dans la partie synthétique des ensembles de modèles. Il y a plein de modèles open core, il y a plein de modèles COS. Certains sont plus intéressants que d'autres. Aujourd'hui, je suis obligé de faire un exercice de synthèse, mais je voulais à minima en parler et passer un premier message qui est, quand on choisit un modèle, quel que soit le type d'hybridation qui nous semble pertinent, le premier enjeu, même le seul enjeu, c'est de faire en sorte que la communauté qu'on essaie de créer ne soit pas en conflit direct avec son modèle de commercialisation. Autrement dit, on peut choisir de faire du light release, on peut choisir de faire du dual licensing, on peut choisir de faire d'autres types de modèles. Le tout, c'est d'avoir une communauté qui adhère. Et après, si on a une communauté qui adhère, on a forcément une communauté d'utilisateurs qui adhèrent et la capacité à scaler, à rayonner. Donc, parmi tous ces modèles, et tous ne sont pas applicables aux grandes entreprises, j'ai voulu faire une synthèse. Cette synthèse, elle repose sur 3 grandes catégories. J'ai cité le modèle free, qui n'est pas vraiment un modèle open core, mais c'est plutôt pour faire une comparaison et expliquer les autres. Donc, si vous avez retenu ce que j'ai dit sur l'Inagora, on est dans ce modèle free qui est un modèle de service, où on n'a pas nécessairement une surcouche propriétaire additionnée à une couche communautaire. Au milieu, c'est le modèle de branding and certification, et l'exemple qui illustre le mieux ça, c'est Red Hat. Red Hat, au fond, fait exactement la même chose que nous. Simplement, pour accéder au service de Red Hat, vous êtes obligé de payer la souscription pour accéder au code certifié Red Hat. Autrement dit, vous pouvez avoir de la prestation de service de grande qualité, mais seulement sur du code qui est brandé Red Hat, et donc qu'il a fallu payer en premier. Stratégie qui vaut ce qu'elle vaut d'un point de vue valeur, mais en tout cas qui a contribué largement à tracter, et encore aujourd'hui, à tracter l'écosystème de l'open source. Je rappelle que Red Hat est la première boîte dès 99 à avoir fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et à tracter en particulier la création de sociétés comme l'Inagora dans son sillage. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui sur la partie dual licensing, donc ces modèles COS et Open Core reposent sur le dual licensing. Ça signifie que on va soit sur une même base de code, soit sur une base différenciée, faire porter 2 licences différentes. Soit je prends la même base et je la redistribue d'une part avec une licence open source et d'autre part avec une licence propriétaire, souvent sous un modèle SaaS pour les clients qui ne souhaitent pas s'embêter. Mais ce qui définit le mieux le modèle Open Core, c'est le modèle dual licensing avec une partie du code qui est ouverte, une partie du code qui est fermée. Je fais tout de suite une parenthèse sur les licences, je ne suis pas rentré dedans jusqu'à présent, mais naturellement, quand on a la même base de code qui est ouverte et la même base qui est fermée, on va plutôt avoir tendance à choisir une licence de type copyleft, parce qu'on est quand même dans un environnement concurrentiel. À l'inverse, quand c'est 2 bases de code qui font chacun l'objet de 2 licences différentes, ben comme la base de code qui est propriétaire et la plus intéressante en termes de valeur ajoutée est déjà couverte par le secret, on peut s'autoriser une licence permissive pour aller générer de l'attraction commerciale sur ses propres produits et puis générer la communauté la plus étendue possible, avec le moins de contraintes possible sur la licence. Attention, on va arriver sur les planches de consultants maintenant. Elles ne sont pas très jolies, elles sont faites pour être expliquées et pour discuter. Ici, je fais juste le détail sur ce que c'est que le modèle COS. Le modèle COS, ça repose sur 2 grandes catégories, le SaaS et l'Open Core. Le SaaS, je peux l'expliquer rapidement pour l'exclure tout de suite. Vous savez tout ce que c'est. Simplement, en l'occurrence, il est bâti sur des briques tierces qui sont open source.
Je vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'en fait, le SaaS me pose pas de problème. Parce que le SaaS, c'est pas une catégorie qui ment sur ce qu'elle est. Quand un client utilise du SaaS, ça n'a pas grande importance en fait du modèle open source qu'il y a derrière. En revanche, quand on utilise de l'open core, on peut croire qu'on utilise du full open source alors que c'est pas le cas, et c'est là que ça nécessite d'avoir une petite explication, à la fois en tant qu'utilisateur, mais aussi quand on va créer ce genre de modèle pour soi-même. Deuxième planche de consultant. Ce que vous voyez ici, c'est 4 grandes catégories de logiciels open core. Ces catégories, elles reposent toutes sur le même principe. En rouge, un noyau communautaire. En gris, ce qu'on appelle un peu abusivement une surcouche à valeur ajoutée propriétaire. La différence avec le freemium, c'est qu'il y a toujours une catégorie en rouge, c'est qu'il y a toujours une petite communauté. Mais attention, autant à gauche, ici, vous avez des modèles qui ressemblent fortement à l'open source, qui permettent d'avoir une discussion avec un éditeur, qui permettent d'adapter, de créer de nouvelles fonctionnalités, qui permettent de trouver du support dans les communautés. Autant à droite, vous avez des logiciels open core qui en fait reposent aussi sur une communauté, mais qui d'un point de vue usage industriel n'ont plus rien à voir avec un logiciel open source. Quand on utilise GitHub, on ne vient pas pour utiliser le noyau communautaire de GitHub, on utilise le service et point. Donc tout l'enjeu, c'est d'abord de bien comprendre quels sont les différents modèles qui peuvent exister autour de ça, et de comprendre aussi qu'il y a une variabilité importante dans la quantité de code communautaire qui est partagé. C'est une notion qui est très importante parce qu'on va voir que quand on va reverser du code en créant un modèle économique pour soi-même, il va falloir faire un choix en termes d'architecture, savoir qu'est-ce qu'on reverse et qu'est-ce qu'on garde propriétaire. Ou alors qu'est-ce qu'on reverse tout de suite et qu'est-ce qu'on va reverser plus tard parce qu'on est dans un modèle de light release. Dernière planche de consultant, attention, elle pique un peu, mais je vais l'expliquer largement. Quand on veut reverser, donc ce modèle-là, il permet de savoir est-ce que c'est intéressant de reverser du code? Oui, non. Et une fois qu'on a décidé que c'était possible, comment on priorise les projets les uns par rapport aux autres et quel type de modèle va atterrir derrière. Quatre questions principales après une question 0. Question 0 qui est est-ce que l'ouverture est demandée par un grand client? Si je prends l'exemple, mettons je prends l'exemple de l'Inagora ou je peux prendre un exemple d'une autre société, si pour répondre à un appel d'offres européen, la Commission européenne impose que le code soit ouvert, alors tout ce qu'il y a ici, ça ne sert pas à savoir pourquoi ou si c'est possible de le faire. Ça sert plutôt à savoir comment on va s'y prendre. Donc cette question 0, on va l'évacuer tout de suite, juste pour dire qu'elle existe et que ça arrive quand même assez régulièrement. Maintenant, les autres questions qui sont des questions bloquantes, ça consiste à dire est-ce que le code présente un risque de vulnérabilité, un risque de sécurité? Est-ce que le code présente un problème du point de vue d'un brevet que la société a déposé ou d'un brevet tiers? Si c'est le cas, excluant tout de suite. On peut pas reverser et ça va pas être priorisé par rapport à d'autres projets, même des projets qui auraient un petit problème de copyright par exemple, qui peut toujours être corrigé. Problème de brevet, c'est plus compliqué. Maintenant, quand le projet présente un potentiel, un potentiel commercial, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors pour dérouler le raisonnement et puis proposer une approche pour objectiver le reversement de code, on a utilisé une courbe qui est une courbe que beaucoup d'entre vous connaissent. Cette courbe, c'est la courbe du hype cycle du Gartner. Concrètement, ça consiste à dire, on lance un projet, ça intéresse tout le monde, ça arrive jusqu'à un pic d'attention qui fait suite à un pic de désillusion, puisque évidemment, le public se rend compte que le projet ne comporte pas toutes les fonctionnalités attendues, ne peut pas être supporté aussi facilement que ça, présente des failles de sécurité, etc., jusqu'à ce qu'on arrive sur un plateau de maturité où on corrige petit à petit, naturellement, toutes ces erreurs, jusqu'à arriver doucement vers la fin du cycle, l'obsolescence, et recommencer ou passer sur un autre projet. Donc, en fonction de l'endroit où vous vous situez, où votre produit se situe, vous n'allez pas adopter le même comportement. Je vais tout de suite aborder les deux grandes catégories les plus extrêmes, qui sont celles d'un projet qui démarre extrêmement innovant et d'un projet obsolescent, pour nous concentrer sur la catégorie qui regroupe 99% des situations, c'est-à-dire un projet qui est plutôt à maturité, mais pas obsolescent. Première catégorie, quand vous lancez un projet, donc la question c'est de savoir est-ce que c'est éligible à un modèle open core. Première catégorie, de notre point de vue, oui, tout le temps. Parce que tous les nouveaux projets présentent désormais une communauté. Communauté de quelque taille que ce soit, mais aujourd'hui c'est extrêmement rare, y compris chez les éditeurs type Amazon, Microsoft, etc., d'avoir un projet qui ne repose sur aucune brique communautaire. Ça peut exister dans certains cas à la marge des sujets de sécurité ou des sujets type défense, mais avoir 100% de code métier et pas de communauté, c'est assez excluant. Donc on a dit OK pour dire tous les nouveaux projets sont éligibles à un modèle open core, on l'évacue tout de suite pour rentrer dans une autre catégorie. Sur la partie obsolescence, c'est toujours intéressant, c'est forcément éligible à une approche 100% open source, si possible avec une fondation, s'il y a une fondation pertinente qui existe sur votre sujet. Mais est-ce que vous allez avoir un intérêt à la capacité à renverser la table sur le marché avec un modèle open core, avec un produit qui est obsolescent?
Non. Alors, en revanche, est-ce que ça va être intéressant dans certains cas pour générer de l'attraction commerciale sur d'autres produits, déstabiliser des concurrents, et en particulier des concurrents type monopole, influencer des communautés et surtout prendre sa place au sein des communautés, là oui, ça va être extrêmement intéressant d'avoir une approche 100% open source. La licence qui va derrière dépend de votre situation. Si vous êtes plutôt dans une situation concurrentielle, modèle copyleft. Si vous êtes dans une situation non concurrentielle, par exemple domaine bancaire, et le code, c'est pas votre core business, vous pouvez vous autoriser du permissif. La Société Générale, par exemple, utilise une licence Apache V2 qui pose aucune forme de contrainte ou quasiment aucune forme de contrainte sur son utilisation. Maintenant que j'ai évacué ces deux sujets, je peux rentrer un peu dans le cœur du modèle, qui est des produits qui sont matures, qui ont une dynamique qui est commerciale et d'innovation assez importante. Et donc dans ce cas-là, il faut se demander comment est-ce que c'est fait. C'est sûr que s'il s'agit d'un produit qui est essentiellement de l'infra, c'est forcément intéressant de le reverser, c'est forcément éligible à un modèle de type open core. Simplement, ces modèles sont maintenant très connus, vous avez beaucoup de logiciels open source qui reposent sur ça, et donc ça va être intéressant de créer des modèles open core, mais ça va surtout être intéressant de les créer pour aller générer de l'attraction commerciale sur les couches suivantes. Si vous avez un modèle de type applicatif, un logiciel de type applicatif, alors là, la réponse est souvent non, puisque votre application, c'est celle-là que vous allez essayer de valoriser à travers un modèle SaaS, et évidemment, vous n'allez pas ouvrir tout le code de votre logiciel, sauf si vous vous appelez Linagora et que c'est vraiment votre cœur de métier de faire ça. Dans la plupart du temps, il s'agit en fait de middleware. Middleware, on voit que la plupart des logiciels dont on entend beaucoup parler et qui changent de licence pour certains brusquement, comme c'est le cas d'HashiCorp avec les logiciels type Vault et Consul. Alors à ce moment-là, on se rend compte que ces logiciels sont hyper utilisés, mais l'open source ne présente pas suffisamment de barrières à l'entrée de ce marché-là. Et donc on se retrouve avec des éditeurs qui vont essayer de changer pour des licences un peu exotiques, utiliser de la licence de type SSPL, de la licence de type BUSL. Et on comprend par ces changements de licence qu'il y a un besoin de créer de nouveaux modèles et des modèles qui soient performants, basés sur de l'open source. Donc de ce point de vue-là, si vous êtes dans une catégorie middleware, extrêmement intéressant de créer un modèle open core autour. Je fais quelques rappels parce qu'on a créé une deuxième grille qui dépend, pour aller un petit peu plus loin, qui dépend de votre situation pour savoir est-ce que vous êtes leader ou est-ce que vous êtes follower sur votre marché. Si vous êtes leader, il y a de fortes chances qu'en créant un modèle open core, votre intérêt, ce soit plutôt de diversifier votre portefeuille auprès de vos clients plutôt que d'aller déstabiliser vos concurrents. Vous êtes déjà leader sur le marché, vous n'avez pas besoin de faire ça. De la même manière, vous n'avez pas besoin de complètement renverser le marché en créant une communauté d'utilisateurs, en reversant 100% de votre code. Vous allez pouvoir créer un modèle open core qui, si vous le souhaitez, ne nécessite pas de diffuser beaucoup de code tout de suite. En revanche, ça va être intéressant pour vous de prendre votre place au sein de communautés, si possible au sein de fondations, pour éviter de vous faire dépasser par la droite par vos concurrents qui, vous suivant, vont essayer d'adopter ce genre de stratégie. Et précisément, si vous êtes suiveur, alors à ce moment-là, ce serait intéressant d'adopter un modèle qui consiste à reverser beaucoup plus de code, si possible sous licence permissive, pour créer des communautés d'utilisateurs et prendre de l'influence au sein des fondations. Donc on a fait cette dernière planche de consultant, je la montre et je la cache tout de suite, hop, hop, voilà. Donc en fait ce modèle-là, il consiste à exprimer à travers deux métriques dans quelle situation vous pouvez vous trouver vis-à-vis de votre compétition et vis-à-vis de vos produits. Soit votre compétition est composée de monopoleurs, de beaucoup d'acteurs ou d'un très grand nombre d'acteurs, soit vos clients sont très faibles, très nombreux ou complètement extrêmement répandus parce que vous faites du B2C. Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est qu'en fonction des situations et en fonction du modèle que vous avez, vous pouvez choisir une approche qui est soit une approche de prédation, soit une approche de stabilisation vis-à-vis de votre marché. Je vais prendre deux exemples pour l'illustrer. Ce sont des exemples qu'on a testés auprès de 5 entreprises du CAC 40 pour savoir est-ce qu'on peut reverser des projets et surtout avec quel objectif. Une approche normale quand vous avez une compétition qui est composée d'un certain nombre d'acteurs et un grand nombre de clients, une approche normale, ça va pas être d'aller frapper vos concurrents, ça va plutôt être de diversifier votre portefeuille auprès de vos clients. Et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, si vous êtes leader sur votre marché, le modèle open core ne nécessite pas de reverser énormément de code. Si vous êtes plutôt suiveur, alors dans ce cas-là, vous allez plutôt, pour renverser le marché, avoir intérêt soit à reverser 100% du code seul ou à travers une fondation, soit avoir un modèle open core extrêmement ouvert pour pouvoir générer de l'attraction commerciale assez facilement.
Il me reste assez peu de temps, donc je vais passer sur le deuxième exemple. Simplement, ce que je voulais rappeler sur les clés en fait pour réussir le reversement d'un projet à travers un modèle hybride type OpenCore, c'est de jamais rentrer en conflit avec sa communauté. Toujours choisir une licence bien sûr open source, si possible pas de licence trop exotique type SSPL, BSL, et définir clairement les choses et évidemment respecter les règles du jeu, respecter les règles de l'open source. J'en ai terminé, merci à vous pour m'avoir écouté et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci.